Ibrahim Traoré vient de déclarer la guerre économique à la France et aux États-Unis en pleine cérémonie officielle, devant des diplomates stupéfaits. Il proclame que son pays, le Burkina Faso, refuse définitivement leur aide et reprend entièrement possession de son nord. Ce discours explosif va tout changer. À commencer par l'avenir de tout un peuple, la salle était pleine à craquer. Des milliers de visages brûlaient sous le soleil implacable d'Ouagadougou. Tourné vers un seul homme sur la scène centrale, Ibrahim Traoré. Président et ancien capitaine. Désormais symbole d'une révolution silencieuse, mais déterminée. Son visage, ferme et assuré, ne trahissait aucun doute. Il avait traversé trop d'épreuves pour s'arrêter maintenant. Ce jour-là, devant lui, se dressait l'avenir de tout un peuple, longtemps humilié sous les chaînes invisibles d'une dépendance déguisée en coopération. D'une main ferme, Traoré désigna le gigantesque édifice derrière lui, flambant neuf et étincelant sous le soleil, la première raffinerie d'or entièrement conçue et gérée par des Burkinabés. Les yeux dans les yeux. Il fixa un par un les représentants étrangers venus assister à l'inauguration. Puis déclara d'une voix puissante « Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère. Nous n'avons plus besoin de votre aide, ni de votre permission. Notre dignité n'est pas à vendre. » Un silence glacé s'abattit aussitôt sur la délégation occidentale. Les regards stupéfaits des diplomates français et américains disaient tout. Ils venèrent de réaliser qu'ils assistaient à un moment charnière, la fin d'un ordre ancien. Dans la foule, des murmures admiratifs s'élevèrent comme un grondement sourd. Le message venait de toucher chaque homme et femme présent. Leur pays avait enfin décidé de reprendre son destin en main. Le visage fier du président Traoré trahissait une conviction profonde, il n'y aurait plus de retour en arrière. Ce jour-là, sous ce ciel brûlant d'Afrique, Ibrahim Traoré ne prononçait pas seulement une phrase forte, il venait de lancer un défi, une révolution tranquille mais irréversible qui résonnerait bientôt bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À peine Ibrahim Traoré avait-il terminé son discours que les médias internationaux s'emballaient. En quelques minutes, les grands titres se multipliaient à travers le monde. Le Burkina Faso défie ouvertement l'Occident. Ibrahim Traoré déclare la fin de la coopération traditionnelle. Un nouveau nationalisme africain en marche, à Paris. La nouvelle provoqua l'indignation immédiate du Quai d'Orsay. Le ministre français des Affaires étrangères convoqua d'urgence l'ambassadeur burkinabé pour exiger des explications à Washington. Des réunions de crise furent immédiatement organisées au sein du département d'État. Les analystes diplomatiques parlaient ouvertement de défiance, de provocation dangereuse ou encore de affront direct à la coopération internationale. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré restait impassible face à cette agitation. Il connaissait par cœur les tactiques de pression diplomatique. Mais cette fois, il était décidé à tenir bon. Chaque critique renforçait davantage sa détermination. La réaction internationale, loin de l'effrayer, prouvait justement que le Burkina Faso venait d'ébranler un ordre établi. Faisant résonner son cri d'indépendance dans toute l'Afrique, le président venait d'allumer une flamme. Personne ne savait encore jusqu'où elle irait. Mais tous pressentaient déjà qu'elle serait impossible à éteindre. 9 mois auparavant, loin de l'agitation diplomatique actuelle, une discrète réunion avait lieu dans une petite caserne militaire, perdue au milieu du désert brûlant de Kaya. L'endroit était modeste, discret, mais lourd de secrets. C'est là qu'Ibrahim Traoré attendait avec patience un homme déterminant pour l'avenir du pays. Une vieille Jeep poussiéreuse apparut enfin à l'horizon. Elle s'arrêta net devant lui, faisant s'élever un nuage de poussière. Un homme descendit lentement du véhicule Kenyatta, ingénieur minier d'origine kenyane. Expert respecté
mais longtemps méconnu, ayant travaillé durant des années pour une puissante compagnie minière française. Traoré le fixa attentivement. Il connaissait le passé de cet homme, ses compétences exceptionnelles et surtout sa réputation d'incorruptible. Kenyatta n'avait rien à perdre et tout à offrir, sans perdre de temps. Kenyatta ouvrit une petite mallette métallique. À l'intérieur se trouvait un dossier portant un emblème frappé du sceau confidentiel. D'une voix basse, mais assurée. Il expliqua minutieusement au président chaque détail. Il s'agissait du plan technique complet d'une raffinerie d'or ultra-moderne, dont la construction avait été empêchée pendant des décennies par les multinationales européennes qui monopolisaient jusque-là le raffinage du précieux métal. Traoré sentit un frisson d'émotion parcourir son corps, le rêve d'une souveraineté économique réelle, jusque-là inaccessible, semblait enfin à portée de main. Mais Kenyatta le mit aussitôt en garde. « Président, ce projet est dangereux. Les puissances étrangères feront tout pour l'empêcher. La discrétion absolue est notre seul allié. » Ibrahim Traoré, d'un regard déterminé, hocha lentement la tête. Il savait parfaitement à quoi il s'exposait. Depuis trop longtemps. Il avait vu son peuple souffrir, sacrifié au profit des intérêts extérieurs. Pour lui, le choix était clair et définitif. Sous le soleil brûlant de Kaya, les deux hommes se serrèrent fermement la main, scellant un pacte qui allait bouleverser non seulement le destin du Burkina Faso, mais peut-être aussi celui de tout le continent africain. Les travaux avançaient discrètement à Kaya. Chaque étape était strictement confidentielle, protégée par une équipe triée sur le volet, mais malgré toutes les précautions. Une nuit, une alerte réveilla brutalement le président Ibrahim Traoré. Un conteneur vital, rempli d'équipements destinés à la raffinerie, venait mystérieusement de disparaître, immédiatement. Traoré sentit son sang se glacer. Il comprit instantanément quelqu'un, parmi ses plus proches collaborateurs, avait livré des informations à l'étranger, sans bruit. Le président mobilisa secrètement un cercle très restreint de confiance. Il fallait trouver rapidement la fuite, sans éveiller les soupçons. Pendant des jours, chaque membre de l'équipe présidentielle fut observé, leurs appels interceptés, leurs déplacements discrètement suivis. La tension devenait palpable dans les couloirs du palais présidentiel. Finalement, les preuves tombèrent brutalement Karim, assistant personnel du président, que Traoré avait jadis sauvé des opposants politiques. Était impliqué. Une clé USB cryptée, découverte par un agent loyal, prouvait clairement ses échanges réguliers avec des représentants d'une mystérieuse société d'investissement basée en Europe, proche des intérêts français. Traoré se sentit profondément trahi. Cet homme, en qui il avait placé une confiance absolue, venait de mettre en péril non seulement le projet national, mais aussi la souveraineté même du pays. Pourtant, il maîtrisa sa colère. Il savait que capturer immédiatement Karim ne résoudrait rien. Il fallait comprendre toute l'ampleur du réseau avant d'agir. Avec froide détermination, il ordonna discrètement à ses hommes de laisser Karim agir librement, tout en le surveillant étroitement. Chaque déplacement, chaque appel, chaque rendez-vous était minutieusement enregistré. Karim ne se doutait de rien, croyant être toujours protégé par sa proximité avec le président. Pour Ibrahim Traoré, c'était désormais bien plus qu'une simple affaire de trahison personnelle. Il s'agissait de sauver l'avenir de tout un peuple, et pour cela, il était prêt à attendre patiemment le moment opportun pour frapper, non seulement contre Karim, mais contre toute l'ombre menaçante qui se cachait derrière lui. Les représailles internationales ne tardèrent pas à venir. Elles furent rapides, discrètes, mais redoutablement efficaces. Quelques semaines après l'annonce historique du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ressentit brusquement la morsure froide d'un embargo silencieux, sans qu'aucun pays ne le reconnaisse officiellement. Le premier coup fut financier. Le Fonds monétaire international suspendit brutalement plusieurs lignes de crédit destinées au développement des infrastructures essentielles, les projets de routes,
d'écoles et d'hôpitaux furent gelés du jour au lendemain. Plongeant le pays dans une situation délicate, la Banque mondiale, à son tour, multiplia les prétextes administratifs pour retarder indéfiniment les décaissements déjà approuvés auparavant. Puis, les grandes plateformes internationales de paiements électroniques coupèrent sans préavis leurs services au Burkina Faso. Du jour au lendemain, les commerces locaux furent paralysés, terminaux bancaires bloqués, transferts internationaux impossibles, approvisionnement critique retardé. La pression sur le président Traoré et son peuple était implacable. Face à cette crise savamment orchestrée, Ibrahim Traoré ne paniqua pas. Au contraire, il décida de répondre de manière symbolique et audacieuse. Sous l'œil attentif des caméras nationales, il fit diffuser en direct des scènes inédites et puissantes dans tout le pays des marchands, échangeant librement leurs produits contre de l'or brut. Des céréales locales, ou encore la monnaie nationale burkinabé. En quelques jours seulement, l'économie informelle se réorganisa, montrant au monde entier une nation qui refusait de plier sous les pressions étrangères. Sur les marchés d'Ouagadougou, les citoyens troquaient fièrement leurs produits en souriant devant les caméras. Ces images, largement diffusées sur les réseaux sociaux, devinrent rapidement virales, inspirant un fort sentiment de solidarité et de fierté nationale dans son bureau présidentiel. Traoré suivait calmement l'évolution de la situation. Son regard, ferme et concentré, reflétait une détermination sans faille. Il savait que cette confrontation serait éprouvante. Mais pour lui, il n'y avait aucun doute, c'était l'unique chemin pour libérer définitivement son peuple de l'emprise subtile mais brutale des puissances extérieures. Malgré la pression internationale intense, Ibrahim Traoré restait convaincu que le véritable pouvoir d'un pays réside avant tout dans la détermination de son peuple à défendre sa liberté. Coûte que coûte, c'était pour lui une bataille existentielle, qu'il était prêt à mener jusqu'au bout. L'étau se resserrait inexorablement autour de Karim, sans qu'il n'en ait conscience, depuis plusieurs semaines déjà. Ses moindres gestes étaient discrètement surveillés par les hommes de confiance du président Traoré. Chaque message envoyé, chaque rendez-vous clandestin était minutieusement documenté, patiemment analysé. L'heure de vérité approchait. Une nuit sombre. Karim tenta de quitter discrètement Ouagadougou à bord d'une voiture banalisée. Direction la frontière ghanéenne, sa dernière chance vers l'exil. Il pensait emporter avec lui une clé USB contenant toutes les informations sensibles sur le projet de raffinerie. Ces données auraient pu être dévastatrices entre les mains de ses commanditaires européens. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il roulait directement dans un piège soigneusement orchestré par Ibrahim Traoré et Kenyatta, l'ingénieur devenu chef discret de la sécurité industrielle du pays. À la frontière, le véhicule fut arrêté brutalement par un barrage militaire éclairé par des projecteurs puissants. Karim comprit immédiatement, il était pris au piège, le regard perdu et paniqué. Il chercha à dissimuler la clé USB sous le siège. En vain. La porte s'ouvrit lentement, révélant Kenyatta, debout face à lui, le visage impassible mais déterminé, d'un geste précis. L'ingénieur saisit la clé USB avant même que Karim ne puisse réagir. Il la fixa quelques instants, puis déclara froidement « Vous avez failli trahir tout un peuple. Venez maintenant constater de vos propres yeux ce que vous tentiez de détruire. » Karim fut ramené immédiatement à Kaya, escorté par un groupe de soldats silencieux. Arrivé sur place, il fut conduit devant la raffinerie, désormais achevée, prête à entrer en fonctionnement. Les ouvriers, fiers et silencieux, travaillaient sous ses yeux, accomplissant méthodiquement chaque geste. Karim regarda avec amertume ce spectacle, tout ce qu'il avait tenté d'empêcher prenait vie devant lui. Une honte silencieuse lui monta au visage, tandis que ses gardes l'emmenaient lentement vers une cellule provisoire, loin des regards curieux,
de son bureau à Ouagadougou. Ibrahim Traoré suivait calmement ces événements. Il savait qu'il venait de franchir une étape décisive en neutralisant Karim. Il envoyait un message clair et puissant aux puissances étrangères qui tentaient de saboter son pays. Pour lui, cette victoire n'était pas une simple affaire personnelle, c'était le début d'une reconquête nationale, un acte nécessaire et implacable pour protéger l'avenir du Burkina Faso. Quelques jours après l'arrestation de Karim, Ibrahim Traoré reçut une enveloppe blanche, sobrement déposée sur son bureau présidentiel. Aucune adresse d'expéditeur. Seulement le sigle discret d'une ambassade étrangère bien connue, imprimé en relief sur le papier fin, avec une froide détermination. Traoré ouvrit lentement la lettre. Son contenu était direct, précis, menaçant subtilement sans jamais employer de mots explicites. Le message, signé anonymement, mais clairement rédigé par les services secrets américains, lui recommandait fermement d'abandonner immédiatement son projet de raffinerie, sous peine de subir des complications techniques imprévues, susceptibles de détruire définitivement toute infrastructure stratégique. Traoré, seul dans le silence lourd de son bureau, sentit une colère froide l'envahir. Il connaissait parfaitement les méthodes subtiles de pression internationale. Derrière ce langage policé et diplomatique se cachait une menace directe, tangible et dangereuse. Mais au lieu d'être intimidé, Ibrahim Traoré ressentit immédiatement une détermination nouvelle. Il savait désormais que le chemin choisi était le bon, précisément parce qu'il dérangeait autant les puissances qui avaient toujours dominé son pays. Sans perdre un instant, il convoqua Kenyatta pour l'informer de la situation. L'ingénieur lut attentivement la lettre, hochant gravement la tête avant de déclarer d'une voix calme et résolue. « Monsieur le Président, ils viennent de révéler leur peur. Cette raffinerie est plus qu'un projet économique. C'est devenu un symbole, un espoir, une menace existentielle pour ceux qui veulent maintenir notre dépendance. » Traoré, le visage marqué par une détermination profonde, prit alors une décision immédiate. Il fallait agir vite, réunir des alliés régionaux solides. Cette menace devait être exposée publiquement, transformée en force, loin de reculer. Ibrahim Traoré décida d'accélérer encore le rythme. Ce serait désormais une bataille ouverte. Mais il était prêt à aller jusqu'au bout, face à la menace directe exprimée par la lettre anonyme venue des États-Unis. Ibrahim Traoré comprit qu'il ne pourrait pas affronter seul ce combat. Il décida alors d'agir rapidement, avec audace et détermination. Dès le lendemain, il convoqua secrètement à Kaya une réunion exceptionnelle avec les chefs d'État de pays voisins, partageant des aspirations similaires à celles du Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée, sous un soleil brûlant, loin des projecteurs occidentaux. Les dirigeants africains se réunirent dans une salle discrète. L'ambiance était grave, mais empreinte d'une confiance palpable. Chacun connaissait l'importance historique de ce moment. La souveraineté économique de l'Afrique de l'Ouest était en jeu. Traoré exposa clairement la menace reçue, sans détour. Son récit franc et lucide fit réagir instantanément les dirigeants présents. Ils comprirent tous immédiatement que la bataille qu'ils menaient concernait l'ensemble du continent. Après une courte délibération, une décision forte fut prise à l'unanimité, créer ensemble une alliance régionale inédite, fondée sur l'indépendance totale en matière d'extraction et de raffinage de l'or. Ils nommèrent cette alliance la Déclaration de Kaya, un symbole puissant d'unité et de résistance face aux pressions extérieures. Dans cette déclaration commune, les 4 dirigeants affirmèrent leur volonté de partager librement leurs ressources, leurs connaissances techniques, mais surtout de refuser catégoriquement tout type de financement conditionné par des puissances étrangères. Désormais, l'or extrait et raffiné dans ces pays ne serait plus exporté aveuglément vers l'Europe ou l'Amérique, mais utilisé directement pour financer des infrastructures essentielles comme les écoles,
les hôpitaux et les routes. En sortant de la Réunion, Ibrahim Traoré sentit pour la première fois que le vent avait véritablement tourné. Cette alliance ne se contentait pas d'envoyer un simple message symbolique à l'Occident. Elle était devenue un acte concret, durable et irréversible. Lorsqu'il serra les mains de ses homologues, Traoré ressentit une profonde fierté. Ce jour-là, Kaya n'était plus seulement une petite ville oubliée au cœur du Sahel, mais bien l'épicentre d'une nouvelle réalité géopolitique, une Afrique unie, solidaire, prête à reprendre pleinement contrôle de son destin, venait officiellement de naître, et rien ne pourrait désormais l'arrêter. Quelques semaines après la déclaration historique de Kaya, Ibrahim Traoré fut invité à prendre la parole lors d'une assemblée extraordinaire à l'ONU, dans la salle bondée. Les diplomates occidentaux affichèrent des visages fermés, sceptiques, prêts à critiquer ouvertement la position radicale prise par le président burkinabé. Traoré monta lentement à la tribune. Il fixa longuement la salle, avant de prononcer ses premiers mots. Sa voix était calme, ferme, dépourvue de colère, mais chargée d'une intensité rare, contre toute attente. Il n'avait apporté aucun discours écrit. Il s'apprêtait à parler directement depuis son cœur, sans aucun filtre. Je ne suis pas venu ici avec un texte préparé par mes conseillers. Je suis venu parler avec sincérité. Face à vous tous, pendant trop longtemps, nos ressources ont enrichi d'autres pays, laissant les nôtres dans la pauvreté et la dépendance. Cela doit cesser maintenant. Le silence se fit lourd dans l'Assemblée. Certains diplomates européens échangèrent des regards nerveux et contrariés. Le président poursuivit avec détermination. « Nous avons décidé d'agir pour que notre or ne soit plus une malédiction, mais une bénédiction pour nos enfants, nos écoles, nos hôpitaux. Ce choix nous vaut aujourd'hui des menaces, des pressions, mais nous ne reculerons pas. » Les murmures s'amplifièrent dans la salle. Quelques représentants européens manifestèrent leur agacement par des gestes subtils, mais clairement perceptibles. Mais Traoré n'en tint aucun compte et reprit immédiatement d'un ton plus assuré encore. Le Burkina Faso ne demande plus l'autorisation de disposer de ses propres richesses. Nous respectons la communauté internationale, mais nous refusons catégoriquement d'être traités comme des enfants incapables de décider seuls de leur avenir. Ces mots simples mais percutants résonnèrent avec force. Rapidement, son discours fut diffusé en direct sur les réseaux sociaux africains, suscitant des milliers de réactions enthousiastes et admiratives dans tout le continent. Lorsqu'il termina, le président descendit lentement de l'estrade, laissant derrière lui une assemblée muette, partagée entre respect silencieux et embarras profond. Ibrahim Traoré venait de franchir un nouveau palier. Sa voix avait brisé des tabous, ouvertement défié les puissances dominantes, et surtout offert à tout un continent un modèle concret de dignité retrouvée. Il savait désormais qu'il n'y avait plus de retour possible, la bataille pour la souveraineté était lancée. À peine Ibrahim Traoré avait-il quitté la tribune des Nations Unies qu'une autre offensive, soigneusement préparée dans l'ombre, se mettait en place. À Ouagadougou, sous l'impulsion discrète mais décisive de Kenyatta, une conférence de presse exceptionnelle était organisée, réunissant journalistes locaux et correspondants internationaux. Dans une petite salle sobrement aménagée, Kenyatta prit la parole d'une voix calme, sans émotion excessive, mais empreinte d'une gravité indéniable. Il présenta alors aux journalistes des dossiers épais, méticuleusement préparés depuis plusieurs mois. Ces documents confidentiels exposaient clairement et précisément les contrats déséquilibrés signés autrefois avec des puissances étrangères, déguisés sous l'apparence trompeuse d'accords de coopération économique et d'aide au développement. Un par un, les faits furent méthodiquement dévoilés des clauses abusives, des taux d'intérêt exorbitants, des transferts de richesses déguisés en investissements généreux. Les journalistes découvraient avec stupeur les méthodes subtiles qui avaient permis, pendant des décennies,
de maintenir le Burkina Faso dans un état permanent de dépendance économique et politique. L'effet fut immédiat et retentissant. En quelques heures seulement, ces révélations firent la une des journaux africains, envahirent les réseaux sociaux et ébranlèrent profondément l'image des grandes puissances occidentales auprès de l'opinion publique mondiale. La prétendue générosité humanitaire s'effondrait sous le poids accablant des faits. Depuis New York, Ibrahim Traoré suivait calmement la situation à distance. Il savait que cette manœuvre audacieuse, menée par Kenyatta, venait de renverser totalement la dynamique du conflit médiatique. Désormais, ce n'était plus lui, ni son peuple, qui devait justifier leurs actes devant la communauté internationale, mais bien les puissances occidentales qui devaient s'expliquer devant le monde entier sur leur comportement passé. Au palais présidentiel de Ouagadougou, la population commença spontanément à se rassembler pour exprimer son soutien et sa fierté retrouvée. Des milliers de personnes défilaient en arborant fièrement le drapeau national, brandissant des pancartes, saluant le courage de Traoré et Kenyatta, scandant des slogans, appelant à l'indépendance réelle et définitive du pays. Ce jour-là, Ibrahim Traoré comprit définitivement que le combat avait changé de nature. Ce n'était plus seulement une bataille pour l'or ou la souveraineté économique, mais bien une lutte historique pour la dignité et la vérité. Et cette vérité, désormais dévoilée aux yeux de tous, lui offrait la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de sa mission. Quelques semaines plus tard, sous un ciel brûlant et devant une foule immense rassemblée à Kaya, Ibrahim Traoré inaugurait enfin la raffinerie d'or tant attendue. Ce jour-là, aucun diplomate étranger n'avait été invité seul des milliers de citoyens burkinabés. Hommes, femmes, jeunes et anciens, étaient présents pour assister à ce moment historique. Le président, serein mais visiblement ému, prit lentement dans ses mains un lingot d'or brut fraîchement produit, sans fioriture, sans aucun logo ni signe distinctif, simplement gravé des mots « Burkina Faso ». Ce lingot, à lui seul, représentait tout ce combat mené durant des mois, la souveraineté reconquise, la fierté retrouvée, l'espoir d'un peuple enfin maître de son destin, d'une voix claire, puissante et profondément sincère. Traoré s'adressa directement à la foule silencieuse. Captivé par chaque mot, cet or ne sera plus jamais une malédiction pour notre peuple. Aujourd'hui, nous en faisons la clé de notre avenir. Ce lingot n'est pas une simple richesse matérielle. Il symbolise la liberté, la dignité et l'indépendance réelle du Burkina Faso. À ces mots, une immense ovation éclata spontanément. Des applaudissements, des cris de joie, des chants patriotiques résonnèrent à travers toute la ville de Kaya. Ibrahim Traoré, lui, souriait humblement, conscient d'avoir franchi un cap décisif. Ce jour-là, sous le soleil brûlant du Sahel, l'or ne servait plus seulement à enrichir quelques-uns, mais devenait définitivement un symbole de liberté et d'émancipation nationale. Alors que la foule continuait à célébrer bruyamment l'inauguration de la raffinerie d'or, Kenyatta s'approcha discrètement du président Ibrahim Traoré. Son visage, habituellement calme et réservé, trahissait une étrange émotion. Dans ses mains, il tenait fermement un dossier récent marqué du sceau officiel du département géologique national. D'une voix basse, presque solennelle, Kenyatta murmura au président, juste assez fort pour surpasser le bruit ambiant. « Monsieur le Président, nos équipes viennent de confirmer une nouvelle exceptionnelle sous cette même terre de Kaya. Nous avons découvert un important gisement de lithium, parmi les plus vastes de toute l'Afrique. » Traoré resta un instant silencieux, sa respiration légèrement accélérée par cette nouvelle inattendue. Il fixa Kenyatta, puis tourna lentement son regard vers la foule joyeuse, vers son peuple désormais, en train de goûter à la fierté et à la dignité reconquise.
Un sourire discret mais confiant apparut sur ses lèvres, révélant toute la portée stratégique de cette découverte inattendue. Il comprit instantanément que cette richesse nouvelle allait ouvrir une toute autre perspective d'avenir, offrant au pays une opportunité unique de consolider définitivement son indépendance économique. Avec sérénité, il déclara simplement à Kenyatta « C'est une excellente nouvelle. Mon ami, l'or n'était que la première étape. » Sous les applaudissements chaleureux du peuple burkinabé, le président Ibrahim Traoré sut à cet instant précis qu'une page nouvelle venait tout juste de s'ouvrir pour l'Afrique tout entière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes de développement personnel et d'autonomisation.